You speak French. Ma langue est le français. Je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant. Ça fait partie de la culture. C'est langue étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité. C'est la vie. Bonjour à vous, cher auditoire. Ici Guillaume Couture, dans le cadre du balado Nuit des idées de l'Alliance française. Je suis en compagnie d'un homme au parcours absolument inspirant. Il s'agit de Monsieur Daouda Diarra. Bonjour à vous, Daouda. Bonjour, Guillaume. Je suis très content de m'entretenir avec vous et je suis très content d'avoir la possibilité de faire votre rencontre grâce au balado Nuit des idées parce que je viens tout juste de terminer la lecture de votre premier roman. Et vous qui êtes un amoureux de la littérature et des mots grâce à votre large CV qu'on pourra éplucher ensemble, vous avez un premier roman qui, je pense, est le premier de plusieurs et je crois qu'il y a façon d'acquiescer, n'est-ce pas? Oui, alors c'est le premier de plusieurs, je peux le dire, parce que déjà, je peux dire que c'était une sorte d'ébauche que j'avais au début. Et maintenant, très bientôt, on va avoir un second roman si tout va bien dans les 3 mois à venir. Parfait. Et votre premier roman s'intitule ironiquement L'Ancien. Alors, c'est un roman que vous avez écrit sous le pseudonyme Boronkoli Jan. Et j'ai su entre les branches que c'était un pseudonyme en hommage à votre arrière-grand-père qui a eu un parcours tout aussi intéressant dans le sens où votre arrière-grand-père a fondé 12 villes et 120 villages au Mali, rien que ça. Pouvez-vous nous servir un portrait de cet homme-là? Et puis, ensuite, on aura l'occasion d'en venir au sujet principal de ce balado qui est l'immigration. Donc, à vous la parole, Monsieur Diarra. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Évidemment, Boronkoli Jan, comme le nom l'indique, vous l'avez déjà dit, est mon arrière-grand-père. C'était un homme qui aimait beaucoup l'aventure, mais il avait sa manière de faire. Chaque fois qu'il se déplaçait, il essayait de conquérir l'espace, c'est-à-dire de laisser des traces. Et il a dit à ses enfants de ne pas s'installer ensemble, d'aller à la conquête de l'espace, de s'éparpiller, mais en même temps de s'installer et de fonder des villages chaque fois qu'ils passent quelque part. Donc, par la suite, ils ont pu créer plus de 12 villes et 120 villages. Voilà pourquoi j'ai décidé de lui faire cet hommage-là en nommant mon roman L'Ancien et en ajoutant son nom comme pseudonyme. J'adore ça. Le roman suit les aventures de Biram. Donc, on le suit dès son enfance dans une famille qu'on peut dire dysfonctionnelle avec un père qui est plutôt tyrannique. Et on voit un parallèle lorsqu'on regarde votre CV par rapport à l'université à Bamako, à Marseille également, et ensuite à Rimouski. Jusqu'à quel degré le récit de votre personnage est autobiographique à votre vie, Monsieur Diarra? Oui, il y a des rapports entre le roman, bien que ce soit une fiction. Je l'appellerais plutôt une autofiction, parce que c'est plus une autofiction qu'une autobiographie. Le parcours Afrique, Europe, Amérique, c'est-à-dire le Mali, la France et le Canada, est un peu le parcours de l'écrivain, c'est-à-dire c'est mon parcours. Le côté, vous avez parlé par exemple de son rapport avec sa famille, oui, il y a ce côté-là qui est aussi proche de la vie de l'auteur. Mais il y a une dimension fictionnelle, très, très importante.
Et cette dimension, par exemple, c'est la présence de Marseille. L'auteur n'a pas étudié à Marseille, en vérité, et la présence de Rimouski dans le récit comme lieu où se passent certains événements. Et bien évidemment, je suis à Monton, où j'ai fait mon doctorat, mais je ne suis pas à Rimouski. Donc, c'est vraiment un mélange de fiction et de réalité. Mm-hmm. Donc, c'est parfait. On a le même langage à ce niveau. Donc, c'est proprement inspiré. Et au niveau de l'enfance difficile de votre personnage Biram, ça le pousse à se dépasser encore davantage. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue en tant que lecteur. Alors, le message qui m'a été transmis en tant que lecteur, c'est ayant eu le sort de sa famille un peu entre ses mains, lui et son frère, est-ce que c'est que souvent, ça va porter à l'enfant à se dépasser davantage dans une situation qui est plus miséreuse plutôt qu'une situation confortable où finalement, on peut tomber dans un certain confort. Alors, je ne sais pas si ma question est claire dans ce sens-là, mais pensez-vous que le destin de votre personnage dépend de cette enfance plus difficile? Oui, je peux dire que le destin de ce personnage a été forgé par son enfance difficile, d'une part. De l'autre part, la conscience que ce personnage a prise rapidement de sa situation. Le personnage s'est dit rapidement qu'il faut faire quelque chose pour changer quelque chose. Mais aussi, il y a la contribution des autres, du monde. On peut voir que c'est un personnage qui se dépasse, c'est une réalité, qui affronte son destin avec beaucoup de courage, bien évidemment, mais c'est un personnage qui a été secouru par le monde. On peut voir que c'est un personnage qui bénéficie d'abord des bourses au niveau national avec le gouvernement du Mali. Donc, c'est l'État malien qui l'aide d'abord à se battre. En plus, il va avoir aussi le secours du gouvernement français. On va voir que ce personnage-là va continuer ses études en France grâce à une bourse donnée par l'État français. Mais après, toujours dans le souci de se surpasser, on va voir que le personnage va continuer au Canada où il va bénéficier d'un environnement qui lui permet évidemment de continuer ce combat. Alors, ce n'est pas seulement son courage qui suffit, mais c'est à la fois son courage et l'aide des autres, mais ce n'est pas une forme de solidarité qui est neutre, mais c'est fondé sur ses valeurs personnelles. C'est là aussi, c'est important de le rappeler, parce qu'on peut voir un personnage résilient qui demande un environnement sain, mais qui refuse. C'est un personnage révolté. On peut voir dans le roman que c'est un personnage qui se révolte contre la corruption chez lui. C'est très visible. C'est un personnage qui dit qu'il n'a pas confiance aux autorités, malheureusement, de son pays parce qu'il aurait été trahi à la suite d'une bourse qu'il devrait avoir. Et cette bourse, il ne l'aura plus. C'est le gouvernement français qui finira par lui donner une bourse. Donc, on peut voir que c'est un personnage qui s'ouvre au monde, qui est conscient du fait qu'on peut être chez soi partout. Voilà un peu sa force. Bien, c'est exactement ce qu'on retient de votre roman L'Ancien. C'est que le personnage de Biram, bien qu'il se déplace sur plusieurs milliers de kilomètres, on n'a jamais l'impression qu'il se considère intrus ou pas à sa place. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, que votre plume démontre finalement ce qui rassemble plutôt que ce qui différencie. Je m'explique. Quand votre personnage est en train d'étudier à Marseille et que là, on voit les différences de langage avec sa camarade d'origine chinoise, par exemple, avec les
les différences dans le langage par rapport au P, par rapport au B. En aucun cas, on voit une distance entre les deux personnages et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et vous avez parlé de résilience et je rajouterais même de la candeur par rapport à l'histoire du continent africain qui est excessivement méconnue de la part des populations occidentales. Vous, quand vous l'avez vécu proprement, est-ce que ça l'amenait un certain sentiment de révolte ou de choc ou votre parcours a fait en sorte qu'il y avait déjà une certaine résilience face à cette ignorance-là du continent africain? Parce que vous l'écrivez dans votre livre, il y a même des étudiants universitaires dans votre livre qui ignorent que l'Afrique est un continent et non un pays. Et juste moi, en tant que lecteur, ça m'a offusqué carrément. Et pourtant, je suis loin d'avoir vécu cette situation-là. Vous me suivez? Oui. Eh bien, c'est vrai que l'ignorance de l'histoire du continent africain, de l'Afrique de façon générale, est un peu remarquable un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique du Nord. C'est vraiment général. Oui, le personnage, il est surpris. Il découvre avec surprise que beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire cette Afrique-là, comme il le dit. Mais il s'est fait le plaisir et le devoir de transmettre au monde, de transmettre à son entourage, de parler de son continent dans la salle de classe. On peut voir que c'est un personnage qui parle de son continent, qui essaie toujours de faire un rapprochement entre ce qu'il apprend des autres et ce qu'il sait de lui. Ce qu'il apprend de la France et ce qu'il sait de l'Afrique. Ce rapprochement, d'ailleurs, il le fait avec la participation africaine à la Seconde Guerre mondiale en France et à la Première Guerre mondiale, ce que l'Afrique a apporté. Et il essaye de comprendre pourquoi l'Afrique n'apparaît pas dans l'histoire de la France, pourquoi le combat des armées noires n'apparaissent pas dans l'histoire enseignée de la Seconde Guerre mondiale. Il remarque avec regret, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de ces épisodes-là. Or, il souligne que les combattants africains ont été en première ligne dans la libération de Paris, et il le dit clairement. Et quand il arrive au Canada, il fait un rapprochement entre le sort de l'indigène africain et de l'autochtone canadien. Donc, c'est un personnage qui est conscient que c'est vrai, il y a plus de choses qui rassemblent l'humanité que de choses qui nous séparent. Et toute sa force est à ce niveau-là. Vous êtes doctorant à l'Université de Moncton en littérature et vous êtes chargé de cours à l'Université Saint-Thomas. Quelle est la réception de votre auditoire face justement à cette absence du continent africain dans notre imaginaire collectif? Oui, à ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment, comme on le dit couramment, du pain sur la planche. Mm-hmm. Mais je pense que non seulement cela demande d'une part beaucoup d'application de la part des étudiantes et étudiants internationaux qui arrivent, parce que, comme je l'ai dit, nous avons pour moi un devoir d'apporter quelque chose, comme le disait l'écrivain Léopold Sédar Senghor, parce que nous sommes ici au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne devons pas venir les mains vides. C'est d'abord à nous de proposer quelque chose qui puisse être recevable. Alors, ce qui veut dire que la culture en Afrique ne se limite pas seulement à ce que l'on appelle les soirées traditionnelles, à ce qu'on appelle les tam-tams et les tambours, les balafons et les guitares. Non, il y a autre chose. C'est pour cela que moi, je me suis dit,
pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas représenter cette culture-là? Pourquoi ne pas être un pont, transmettre ce que je sais de l'Afrique ici et transmettre ce que je sais d'ici à l'Afrique? Donc, la réception est d'une part un peu moins présente parce que nous n'avons pas tellement fait l'effort de transmettre le message par les moyens qu'il faut, d'une part. De l'autre part, c'est vrai qu'il y a juste là très peu de gens qui s'intéressent à l'Afrique. Et c'est pour cela que je me suis dit, avec beaucoup d'espoir, que je vais me lancer voir ce que cela va donner. Mais l'écriture, c'est un projet. On le fait, on ne sait jamais si... on ne peut pas deviner la réception, vous comprenez? C'est une bouteille jetée à la mer. Mais je peux dire que moi, je suis satisfait de ma réception parce que nous avons imprimé une première partie du livre qui a été entièrement acheté. Donc, je peux dire que le stock est aujourd'hui rompu. On peut dire que cela a été une bonne réception et ça donne l'espoir tout simplement que c'est un bon début. Absolument. Et parlant de début, quelles sont les lectures que vous conseilleriez à quelqu'un qui est à l'écoute, et moi le premier, pour approfondir sa connaissance du continent africain et de sa soixantaine de pays qui la constituent? Eh bien, il y a beaucoup de lectures à faire. Il y a des écrivains qui sont très connus, que ce soit des écrivains égyptologues tels que Cheikh Anta Diop, qui a une très belle lecture à faire pour apprendre beaucoup de l'Afrique, de son apport à l'humanité. Je pense que cette lecture est essentielle. Comprendre nation, nègre et culture, c'est essentiel. Bien évidemment, il y a aussi l'oralité de l'Afrique, parce que pour moi, l'Afrique, c'est ce côté concret qui apparaît dans Nation, nègre et culture de Cheikh Anta Diop, où on voit de la matière dans la pierre, où la parole est absente, où le temps est figé, arrêté dans la pierre. Mais de l'autre côté, il y a l'oralité. L'oralité, c'est le contraire de cette matière figée-là. Et cette oralité, on retrouve cela dans plusieurs œuvres de plusieurs écrivains, mais il y a Amadou Hampâté Bâ, le fameux écrivain malien qui a dit qu'un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Alors, il a été cette bibliothèque-là et il a travaillé pour essayer de rassembler les sources orales, l'histoire, les légendes de l'Afrique dans beaucoup de bouquins. Si vous essayez d'entrer dans une bibliothèque, il suffit juste de regarder dans les rayons Amadou Hampâté Bâ et vous allez trouver dans les rayons littérature africaine de quoi vous abreuver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais vous entendre rapidement à propos du livre « La plus secrète mémoire des hommes » qui a remporté cette année le prix Goncourt. C'est un roman de Mohamed Moubar Sarr, donc originaire du continent africain. Et puis, c'est une grosse nouvelle dans le monde littéraire, n'est-ce pas? Oui, c'est une grosse nouvelle et d'ailleurs un grand plaisir pour tous les jeunes écrivains parce qu'il est jeune, cela est très symbolique à cet âge de pouvoir remporter un tel prix. Mais le roman de Mohamed Sarr est vraiment très important dans la mesure où c'est un roman qui permet de partir chercher un écrivain qui est tombé dans l'oubli, qui est l'écrivain Yambou Ouellegem, qui a passé une bonne partie de sa vie en Europe, mais qui a fini par se retirer chez lui à Sévaré, et qui a écrit un roman qui est devenu un scandale, Le devoir de violence. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause et je peux me réjouir aujourd'hui de voir que un écrivain qui s'inspire de Yambou Ouellegem puisse être reconnu par le monde littéraire. Et pour conclure cet entretien qui pourrait s'éterniser, ma foi, quel est, selon vous, ce qui est le plus semblable entre votre pays d'accueil, le Canada, et plus précisément les Maritimes,
et votre Mali natal? Eh bien, je dirais qu'il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Il y a d'abord l'accueil. Quand je suis arrivé ici au Maritime, et plus précisément en Acadie, j'ai été frappé par le welcome acadien. Je l'appelle le welcome acadien parce que le bienvenue c'est sur toutes les langues. Et quand on rend service, c'est toujours bienvenu. Et moi, je trouve ça très symbolique. Mais il y a les légendes, il y a les comptines, il y a l'oralité, il y a les crieurs publics. Tout cela me renvoie à chez moi. Donc, je pense qu'il y a un fond culturel de l'oralité qui me permet de faire un rapprochement entre les deux espaces culturels. Votre premier roman, L'Ancien, aux éditions du Chanel, sous le pseudonyme Boronkli Jan, a paru très récemment, soit l'été 2021. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme délai et comme sujet pour votre prochain manuscrit, Daouda Diarra? Eh bien, je pense que dans une période de 3 mois, en principe, le second roman devrait être disponible. Et cette fois, j'ai décidé d'être un peu plus acadien. Parce que je vis en Acadie il y a cela plus de 5 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler de l'Acadie? J'ai déjà parlé de l'Afrique en Acadie. Et il s'agira maintenant de parler de l'Acadie pour que mes amis qui sont de l'autre côté du monde, en Afrique, puissent comprendre et apprendre davantage sur l'espace dans lequel je vis. Donc, le sujet sera acadien. Et il s'agira d'une légende que j'ai beaucoup aimée, qui est la Marie Komo. La Marie Komo, c'est une légende à Kapélé, qui se passe à Kapélé, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé pour la première fois dans une usine de poissonnerie à Kapélé. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, et parmi lesquelles l'histoire de la Marie Komo, la Dame de Fer. La dame au pouvoir magique. Et j'ai donc décidé d'écrire un roman que j'ai appelé un roman afro-acadien. Un roman afro-acadien, c'est-à-dire un roman qui va essayer de rassembler l'Acadie et l'Afrique. Et ce roman sera disponible, si tout va bien, en mois de mars. Monsieur Daouda Diarra, chargé de cours à l'Université Saint-Thomas, doctorant à l'Université de Moncton, et bien sûr, auteur. Ce fut un immense privilège pour moi de m'entretenir avec vous dans le cadre du balado de la Nuit des idées 2022 des Alliances françaises. Et vous pouvez compter sur Guillaume Couture en tant que lecteur, c'est évident. Et je vous souhaite vraiment la meilleure des continuités. Et puis, pour ceux à l'écoute, procurez-vous L'Ancien sous le pseudonyme Boronkli Jan. Ça se lit vraiment très sereinement. Et c'est ce que j'admire chez vous, Monsieur Diarra, c'est que tout semble évident, tout semble facile. Et j'ai beaucoup appris grâce à votre manuscrit et vous faites bien de continuer. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi de vous rencontrer.